Je voudrais d'abord commencer par remercier Stan à la fois pour cette invitation dans ce séminaire qui m'intéresse évidemment beaucoup, la thématique m'intéresse beaucoup, et aussi parce que, comme vous l'aurez compris, il y a aussi une histoire humaine qui est associée à l'histoire scientifique. C'est que Stanislas et moi travaillons ensemble depuis 15 ans, j'ai fait ma thèse avec Stanislas et on continue à travailler sur la conscience et sur différents aspects de la conscience qui nous a amenés à voyager vers l'étude du non-conscient et actuellement plutôt vers l'étude de ces processus de haut niveau conscient, tels que sont l'interprétation et les croyances, et dont je vais essayer de parler. Alors, le premier point peut-être, c'est que neuropsychologie des interprétations et des croyances, la difficulté, c'est un sujet à la fois, je pense, qui est fascinant. Fascinant parce que là, on entre vraiment ce qu'on peut appeler au cœur de la subjectivité, vraiment l'essence des représentations que nous manipulons comme sujet. Et Stanislas vient bien de décrire l'histoire avec les tensions entre la fascination et la répulsion pour la confiance, le degré de véracité ou de crédibilité de ce que nous pensons de nous-mêmes. Mais c'est évidemment ça l'objet qui nous intéresse, c'est comment pensons-nous quelque chose de nous-mêmes. Et cette question est fascinante, et je pense aussi, j'en ferai mention au cours de cet exposé, que je pense que c'est aussi un des aspects dans lesquels les liens tissés entre les neurosciences et, disons, le champ des sciences humaines, ou de la théorie de la littérature, la théorie de la fiction en littérature et d'autres points, sont peut-être des points de passage très importants. Je reviendrai là-dessus de manière plus explicite. Donc une question fascinante, c'est certain, mais en même temps une question extrêmement difficile, très périlleuse. Stanislas nous a montré certains des affres de l'introspection, les pièges, les illusions cognitives dans lesquelles nous pouvons tomber si nous faisons confiance à ce que nous pensons de nous-mêmes, mais en même temps, d'une certaine façon, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui nous intéresse, en fait, ce n'est pas tellement de savoir si ce que nous pensons de nous est vrai ou pas, c'est comment est-ce que nous construisons cette représentation de nous et de l'univers qui nous entoure et comment nous pouvons y adhérer. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile ? Tout est difficile, disons, en neuropsychologie, mais tout simplement parce que ces interprétations, comme vous allez les voir, nous avons du mal à avoir du recul sur ces interprétations. Nous avons du mal à avoir un recul sur la dimension d'interprète du monde et de nous-mêmes que nous sommes. On pourrait dire qu'en psychologie, il y a deux grandes découvertes. Il y a la découverte du concept de représentation, autrement dit que ce que vous percevez du monde, ce n'est pas le monde, c'est une construction que vous faites du monde. Et déjà, ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et peut-être plus difficile encore, c'est comprendre que cette représentation n'est pas une représentation qui est neutre, mais c'est une représentation qui est riche de processus interprétatifs qui proviennent de vous-même et qui sont accrédités d'une croyance. Et donc, avoir un recul sur cette croyance, c'est extrêmement difficile, et je pense que dans de nombreuses situations, nous sommes nous-mêmes aveugles à cette dimension d'interprétation et de croyance qui caractérise notre subjectivité. Alors, c'est pour ça que l'étude de la neuropsychologie, l'étude des patients, s'avère ici très intéressante. Oups, alors mon PC est bloqué. Alors, excusez-moi, mais je n'arrive pas à enchaîner mes diapos. Oups. Ah, c'est comme ça. Alors la neuropsychologie, pourquoi ? Parce que comme vous le savez, dans différents domaines, comme par exemple la mémoire, avec par exemple l'étude du patient HM, qui est un patient qui a compté beaucoup pour l'étude de la mémoire, qui est mort l'année dernière, mais également l'étude du langage, avec les études sur les aphasies, les lésions cérébrales et les différents troubles du langage qui peuvent apparaître, l'étude de la mémoire, l'étude de la construction de soi, avec des patients amputés, des membres fantômes, l'étude de processus inconscients chez des patients qui ne voient pas, mais qui ne savent pas qu'ils voient sans voir, etc. Donc tous ces processus-là, et plus récemment, par exemple, l'étude des fonctions du lobe frontal, avec ici l'ermite, qui est un grand neuropsychologue parisien. Bref, tout ça, simplement ce pot pourri de la neuropsychologie pour vous dire que dans beaucoup de chapitres de l'étude de la pensée, l'étude des malades a été très importante et reste très importante. Et on pourrait le dire de manière extrêmement schématique, en tout cas c'est comme ça que moi je conçois l'apport de la neuropsychologie à l'étude de la cognition de manière générale, c'est que souvent, dans différents domaines, les patients vont nous mettre sous les yeux, de manière un peu caricaturale, il n'y a évidemment rien de péjoratif dans ce que je dis, de manière caricaturale, une propriété de l'esprit auquel on aurait du mal à accéder, qu'on aurait du mal à imaginer ainsi, si on devait l'observer simplement sur des sujets bien portants. Et donc, on a par la neuropsychologie une source d'inspiration extrêmement riche, et il y a ensuite un mouvement d'aller-retour, une sorte de cycle, de dialectique entre l'étude du patient malade, qui va nous donner une idée, et de voir jusqu'à quel point cette idée est vraie ou pas, et jusqu'à quel point on peut la généraliser au sujet sain ou pas. Et il y a donc ces allers-retours entre la cognition du patient et du sujet sain. Et une fois de plus, je crois que dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, l'étude de la neuropsychologie reste une source très importante. Alors, par quoi commencer ? Le premier des termes, interprétation. Je vais essayer de vous convaincre très rapidement, mais sans doute avez-vous vous-même une introspection de cela assez correcte, c'est que nous interprétons consciemment le monde et nous-mêmes de manière irrépressible. On pourrait dire même sans effort, en fait. C'est un des aspects qui va nous retenir, c'est que ces constructions du monde, la raison pour laquelle nous avons du mal à en prendre conscience, c'est qu'elles jaillissent souvent dans notre esprit sous une forme déjà très construite, très élaborée, et nous n'y sommes pas conscients. Alors comment vous donner une courte démonstration de cela ? Je vais vous demander de regarder ce film,
C'est un film, un document de la psychologie assez ancien, vous voyez, 1944. Les deux psychologues qui travaillaient aux États-Unis dans les années 40, Heider et Simmel, et qui ont publié cette étude remarquable. Vous allez voir pourquoi aujourd'hui pour nous. Vous allez voir, c'est un petit film en noir et blanc, des élans un peu de cinéma expressionniste, un peu allemand des années 20, c'est un mélange de ça et de Charlie Chaplin en muet, vous allez voir. Alors ce que je vous demande de faire, c'est simplement de regarder cette scène et de, à la limite, comme disait Stanislas, d'introspecter ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez cette scène, sans rien faire de particulier. Alors regardez là, c'est assez court. Il n'y a pas de son, hein, évidemment, je vous l'ai dit. Ça commence. On peut imaginer son regard, hein, ses émotions même. On attribue des comportements, des personnages. Évidemment, ce sont devenus des personnages pour chacun d'entre nous. Ils ont des sexes même, probablement. Des intentions, des pensées de second ordre. Des comportements qu'on peut même anticiper, dont on voit vraiment le sens qu'ils véhiculent. Tout le flux d'émotions qui circulent, hop, et là c'est, même si on est dans les années 40, c'est aux États-Unis, c'est une happy end, et donc les personnages, le couple heureux s'en va en laissant... Voilà, alors pourquoi vous montrer ça? Parce que vous voyez ici, de manière évidente, qu'il s'agit simplement de figures géométriques. De figures géométriques à propos desquelles on ne sait rien, une animation simplement, et cela suffit à faire jaillir en nous de manière irrépressible l'attribution de sens. On produit un sens en fait. Et ici, un sens qu'on peut ensuite creuser hein, sur l'aspect narratif, l'aspect des personnages, leurs relations. Le point qui nous intéresse, c'est que nous produisons du sens. Et en fait, en voyant cette scène, sans chercher à construire ce sens, vous pouvez aussi essayer de construire vous-même un sens, mais de manière irrépressible, vous ne pouvez pas vous empêcher qu'il y en ait un qui s'impose à votre esprit. Alors ça, c'est le premier terme de l'interprétation. Le deuxième, c'est que nous croyons ce que nous percevons. Et là aussi, je crois qu'on a encore plus de mal à prendre du recul là-dessus. Alors par exemple, vous pouvez vous dire, là vous êtes assis, croire ce que je suis en train de vous dire, probablement vous avez du mal à ne pas le croire. Vous pouvez très bien, vous avez de la facilité à ne pas le croire, vous dire bon, il peut nous raconter un peu ce qu'il veut. Mais par contre, il y a des éléments qui sont extrêmement tangibles pour vous, je veux dire, pour chacun d'entre nous. Le fait de savoir, par exemple, de croire que vous êtes assis dans cette pièce, le fait de croire que vous êtes ici, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous auriez du mal à remettre en cause. Et si on creuse un peu plus, on pourrait voir qu'un des aspects, évidemment, de notre condition humaine, c'est que, quelle que soit notre posture, même le behavioriste le plus radical, quand le behavioriste le plus radical pense à la pensée, il croit à des choses aussi en même temps. Et ce qui fait toute la difficulté de cette difficulté, c'est de ne pas tomber dans ce qu'on appelle une zone aveugle, c'est que nous sommes toujours également en train d'attribuer une croyance à certains contenus mentaux. Alors nous ne croyons pas à tout ce que nous manipulons, mais il y a toujours très très souvent, lorsqu'on va pousser le sujet dans ses moindres retranchements, cette dimension de croyance, et souvent cette dimension de croyance, nous y sommes aveugles. Pas évident d'en prendre conscience. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, l'étude de la magie, ou plus exactement de la prestidigitation, eh bien, a toujours fasciné les esprits. C'est comme vous voyez ce spectateur, eh bien, ce qui le choque face à un magicien, c'est que si je reprends l'exemple de cette conférence-là maintenant, si vous me voyez, donc vous croyez que je suis là en même temps, très probablement, et si d'ailleurs je disparaissais sous vos yeux, je ne sais pas le faire, mais si je disparaissais sous vos yeux, le premier terme qui viendrait sans doute pour qualifier cette situation serait le terme de que vous êtes en train de vivre quelque chose d'incroyable. Et le fait même d'utiliser le terme d'incroyable pour qualifier cette situation montre même que vous êtes donc en train de croire à quelque chose. Avant que je disparaisse, vous croyez que j'étais là. Donc en réalité, il y a bien cette couche de croyance, et probablement, d'ailleurs, depuis longtemps, comme dans ce tableau de Bosch, on voit que cette notion de croyance, et on va y revenir de manière plus explicite tout à l'heure, elle semble vraiment aspirer et canaliser toute l'attention consciente du sujet, à tel point, parce que là, ça remet en cause, visiblement, ce qu'il vit, remet en cause son modèle de l'existence et du monde, comment cet objet a pu disparaître, il y a un truc, ce qui fait d'ailleurs le plaisir en nous de l'attention avec la prestidigitation, et cette fonction de croyance semble quand même assez facilement associée à un contenu, à un mode de fonctionnement conscient. Ça prend de l'effort, de l'attention, on est totalement aspiré dans ce flux de la conscience. D'ailleurs, il est facile de vous subtiliser votre bourse quand le complice du magicien utilise votre crédulité pendant ce tour de magie. Donc là, on pose les deux premiers termes, interprétation et croyances, qui sont au cœur de cette dimension de la vie consciente. J'utilise souvent le terme de fiction
pour bien montrer cet alliage. Une fiction, c'est évidemment, il y a l'interprétation, mais il y a aussi de la croyance. Et c'est ces deux termes qu'on vient d'articuler. On peut imaginer des interprétations dépourvues de croyance. On peut envisager des scénarios sans du tout croire à leur contenu de manière subjectivement extrêmement forte. Mais le terme de fiction, comme vous l'avez vu, ne recouvre pas nécessairement des erreurs. Et c'est aussi un des points qui était mentionné par Stanislas. C'est ce que l'on entend par fiction, c'est ce contenu subjectif qui est un alliage d'interprétation et de croyance. Alors il s'avère que la plupart du temps, soit nous sommes aveugles à ces fictions, soit ces fictions collent assez bien avec la réalité objective, sont assez proches de la réalité, ou disons du vrai, pour ne pas être pensées comme des fictions, mais comme des descriptions du monde. Donc là où ça devient très intéressant et très facile d'observer le contenu fictif de la vie mentale, c'est de l'observer quand les fictions sont fausses. Parce qu'une fiction fausse, eh bien, vous avez beaucoup plus de facilité à la manipuler, à la considérer pour ce qu'elle est, un tissu d'interprétation et de croyance, alors que lorsqu'elle est exacte, nous avons beaucoup plus de mal à avoir ce recul pour continuer à voir que même lorsqu'elle est exacte, elle n'en garde pas moins ce tissu et cette essence d'interprétation et de croyance. Alors, oui, on pourrait partir de cette observation que je vais essayer de remplir par quelques exemples, et Stanislas nous a donné quelques exemples déjà. On pourrait dire, en prenant évidemment modèle sur le principe aristotélicien de la nature et du vide, que l'esprit, d'une certaine façon, a horreur du non-sens, que nous nous sentons en fait de manière irrépressible, là aussi, poussés à remplir nos expériences conscientes d'une signification, d'une explication. Alors, au sein de la conscience, cette propriété qu'on pourrait appeler une sorte de néologisme, la fictionnalisation, est l'une des propriétés de la conscience, c'est évidemment pas la seule, et dans la communauté de la psychologie des neurosciences cognitives, les premières propriétés, par exemple ces quatre premières propriétés, ont été très longtemps explorées et sont encore de manière extrêmement intense explorées. Avec Stanislas d'ailleurs, ce sont celles que nous avons étudiées en premier, le maintien actif d'une représentation mentale lorsqu'elle rentre dans la mémoire de travail consciente du sujet, le contrôle stratégique, qui a un rôle important également dans les processus métacognitifs, comme Stanislas l'a également souligné, le transfert en mémoire épisodique à long terme, des comportements intentionnels. Mais aujourd'hui, nous allons nous centrer sur cette propriété-là, qui, je vous l'ai dit, est plus difficile à observer, à étudier, ces processus d'interprétation et de production de signification, qui sont référencés à soi, qui sont un support de croyance subjective extrêmement fort. Alors, ce que nous allons faire, c'est commencer directement par un malade, plutôt par une catégorie de malades, qui, à mon sens, donne de manière extrêmement forte l'intuition de ceux dont on parle aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre cette expérience, je vais vous rappeler brièvement une sorte de mini-explication sur le fonctionnement des deux hémisphères. Nous avons évidemment deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Chaque hémisphère contrôle de manière motrice la partie contralatérale, et chaque hémisphère perçoit à niveau visuel les informations qui viennent de l'hémisphère opposé. Et vous avez donc certains... Donc, par exemple, lorsque le mot cuillère, ici spoon, est présenté à un sujet qui fixe le point central, eh bien, cette information qui est à gauche va être représentée dans la partie du cortex visuel de l'hémisphère droit et va être traitée par cet hémisphère droit. Alors, à l'état normal, nos deux hémisphères sont unis par une structure qu'on appelle le corps calleux, qui est ici en rouge. Ce sont des fibres blanches, massives fibres blanches, qui font communiquer, qui font que l'information, qu'elle arrive à gauche ou à droite, va pouvoir informer les deux hémisphères. Donc, nous avons deux hémisphères, mais qui sont unifiés par cette structure anatomique du corps calleux. Alors, certains malades ont une section chirurgicale du corps calleux, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Donc, en réalité, ces patients ont un cerveau, mais ont deux hémisphères qui ne se parlent plus. Autrement dit, si vous présentez un mot à gauche du patient, eh bien, son hémisphère droit va pouvoir le traiter. L'hémisphère droit va pouvoir même construire des représentations du mot, le percevoir. Si c'est un mot concret, si c'est un verbe, il aura beaucoup plus de facilité pour en comprendre le sens que si c'est un mot plus abstrait. Et il pourra même, on ne va pas non plus s'étendre là-dessus, disposer de cette information de manière consciente, mais entre guillemets non verbale. Ce que je veux dire par non verbal, c'est que, pour simplifier également l'histoire, le contrôle du langage parlé, vous savez, est très souvent, chez la plupart des sujets, sous le contrôle de l'hémisphère gauche. Donc quand un patient va nous parler, c'est son hémisphère gauche qui va produire des réponses. Donc là, vous avez tous les éléments pour comprendre la petite scène qui va suivre. On va voir un malade qui a ces deux hémisphères qui sont déconnectés, donc il ne communique plus par le corps calleux, et on va voir comment il se comporte lorsqu'on va informer son hémisphère droit d'une information que l'hémisphère gauche ne pourra pas percevoir, et comment son hémisphère gauche, qui est le seul à pouvoir parler, contrôle sur la parole, va trouver une solution pour rendre compte de ce qui se passe dans le comportement du sujet, dans son propre comportement, alors qu'il n'a pas connaissance de l'information qui était délivrée uniquement à son hémisphère droit. Alors voilà l'expérience, c'est un petit cartoon d'après les travaux de Gazzaniga. Vous savez que c'est Sperry et Gazzaniga qui ont étudié de manière extrêmement importante et pionnière ces processus, et notamment ce travail de Gazzaniga dans une publication de 1977, où en fait il utilise, donc ça c'est le patient, un patient split brain, un patient callotomisé. Le patient est examiné par Gazzaniga qui est ici.
il fixe le centre d'un écran, à l'époque c'était un tachystoscope. À un moment donné, Gazzaniga lui présente un mot, par exemple sortez ou marchez. Ce mot est perçu, il est présenté à gauche, donc c'est l'hémisphère droit du malade qui va le percevoir. À ce moment-là, l'hémisphère droit, dans cette situation donnée, cet essai particulier, l'hémisphère droit perçoit le mot, le comprend, décide d'obéir à cette consigne, lance un programme moteur, le sujet se lève et s'apprête à sortir de la pièce. Et là, on arrive au moment critique de l'expérience, le moment vraiment intéressant, où Gazzaniga interrompt l'expérience, en réalité, et demande au sujet « Mais qu'est-ce que vous faites ?» En gros, pourquoi est-ce que vous êtes en train de sortir? Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, Gazzaniga fait ça à dessein. Il sait bien qu'en posant la question, ce qui, dans le sujet, dans le patient, va lui répondre, ce n'est uniquement que l'hémisphère gauche qui a le contrôle de la parole, et cet hémisphère gauche qui est absolument non informé de la présence d'un mot qui a été perçu par l'hémisphère droit. Autrement dit, on se trouve dans une situation un peu artificielle en laboratoire, dans laquelle on va demander à l'hémisphère gauche de justifier un comportement dont nous connaissons la vraie cause objective, mais que lui ignore. Et on va voir comment il se débrouille. On pourrait très bien imaginer que dans une situation pareille, un sujet vous dise « écoutez, je ne sais pas du tout ce qui se passe, il faudrait que… » Eh bien non. Très souvent, pas systématiquement, mais très souvent, dans de telles situations, eh bien, le sujet va élaborer une fiction, interprétation-croyance, interprétation et support explicatif causal du monde tel que lui va le croire, qui va par exemple le conduire à vous dire « j'ai soif et je vais boire », et je reviendrai après tout à l'heure. Autrement dit, vous voyez ici, dans le contexte minuscule du laboratoire, mais chez ce patient, qui a ces deux hémisphères séparés, qu'on peut arriver à observer de manière assez forte et assez simple des contenus subjectifs qui sont totalement fictifs parce qu'en plus ils sont totalement faux. Et donc là, on peut commencer à s'intéresser comment est-ce que le sujet est amené à construire une telle expérience pour rendre compte de ce qu'il pense et de la façon dans laquelle il se représente le monde. Vous voyez également au passage que ce type d'expérience permet de bien comprendre les limites de l'introspection. C'est que l'introspection, évidemment, n'est pas toute clairvoyante, mais c'est pire que ça, on pourrait dire. Non seulement elle n'a pas accès à toutes les informations, mais également, fondée également sur des processus d'interprétation-croyance, elle peut être amenée dans des directions totalement éloignées de la réalité objective, de ce qui a présidé à un comportement ou à une décision. Donc ça, c'est un premier exemple de ce que la neuropsychologie peut nous apporter comme, disons, recul et prise de conscience sur l'existence de ces contenus fictifs interprétatifs. Et je ne vais pas le développer puisque Stanislas vient de le développer, mais c'est exactement, on pourrait dire que l'expérience de Johansson et ses collègues est une sorte d'application chez le sujet sain d'un modèle dans lequel on va pousser quelqu'un, cette fois-ci non pas à trouver une explication à un comportement dont il ignore la cause, mais même pousser plus radicalement le sujet à trouver une explication à un comportement qui est opposé à celui qu'il a réalisé. Mais c'est dans le même état d'esprit, si vous voulez. Donc là, avec ces premiers exemples-là, on peut arriver à reposer les termes, évidemment se rendre compte qu'une fiction est plus simple à identifier lorsqu'elle est fausse. Ce que je vous disais tout à l'heure, et je pense que c'est important parce que parfois, il y a cette idée naïve de penser que ce qu'on appelle par fiction, c'est quelque chose de faux. Le problème de la fiction n'est pas d'être faux ou vrai, c'est une question empirique en soi. Dans quel cas elle est vraie, dans quel cas elle n'est pas vraie, elle ne se trompe pas. Mais le point qui est encore peut-être plus intéressant, c'est quel est le mode de fonctionnement, de fabrication, le mécanisme de ces fictions, indépendamment de leur contenu. Et donc voilà, une fiction est plus simple à identifier lorsqu'elle est fausse, et la neuropsychologie ici nous aide beaucoup, mais une fiction n'est pas nécessairement fausse, elle est ce fruit de processus d'interprétation-croyance, qu'il soit correct ou incorrect. Donc ça nous ouvre une piste, en fait, qui est le fait qu'on peut constituer l'étude des fictions comme un objet d'étude, et là aussi, grâce à ce que Stanislas disait tout à l'heure, on voit bien dans l'épistémologie de la psychologie autour de cette question que trouver le bon rapport, pas de fusion et pas non plus de rejet, d'arriver à la considérer comme ce qu'elle est et pas comme ce qu'elle n'est pas, a pris du temps, prend du temps, mais constitue aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Moi, j'utilise souvent l'analogie de l'ethnologue. Très simplement, si vous êtes un ethnologue, que vous partez en Amazonie étudier une tribu amazonienne, eh bien, vous avez un travail considérable, un champ d'investigation immense sous votre portée, et comprendre la dynamique sociale, les rites, les croyances, les mythes, etc. Et la seule faute professionnelle aggravée pour moi d'un ethnologue, ce serait d'un ethnologue qui perd ce recul et qui finit en étudiant les mythes ou les rites d'une tribu, d'y croire au premier degré. On ne vous demande pas de prendre une fiction au premier degré. On vous demande simplement de comprendre comment une fiction peut exister. Et c'est un peu ça le rapport, ce que Dennett appelle l'hétérophénoménologie, d'une certaine façon. C'est un peu le même terme. Alors, si on devait faire une liste assez exhaustive de toutes les situations neuropsychologiques, toutes les situations cliniques, comme celle que je vous ai donnée, par exemple, pour l'exemple du patient
qu'anatomisé, eh bien, vous pourrez voir assez rapidement que nous disposons, par la pathologie neurologique et psychiatrique, d'un nombre considérable de situations qui vont donner lieu à ces fictions, qui vont démasquer en fait ces fictions en nous montrant des contenus conscients fictifs totalement éloignés de la réalité objective, donc qui nous permettent de comprendre qu'ils sont faux et donc que notre esprit peut fabriquer de tels objets. Le champ de la mémoire, par exemple, avec ce que l'on appelle les confabulations des patients amnésiques, de remplir un vide de la mémoire par une histoire narrative à laquelle le sujet adhère. Il ne vous raconte pas des bluffs, c'est quelque chose qui peut être extrêmement prégnant. Les hallucinations, évidemment, neurologiques, dans des pathologies neurologiques et psychiatriques, là, donc, un contenu, non pas sur la mémoire, mais sur la perception, mais également beaucoup de situations dans lesquelles l'identité même subjective, sous différentes facettes, ce qu'on pourrait appeler le self, le soi, va être l'objet de fiction, par exemple, autour du délire de Cotard, de négation d'organes, voire d'un sujet qui a le contenu que certains de ces organes n'existent pas, sont morts, voire même qu'il est mort lui-même en réalité. La dysmorphophobie, les délires paranoïaques, et puis tout un ensemble de situations qu'on pourrait énoncer. Alors, je ne crois pas que l'objet de ce cours, vu la durée et vu aussi également l'essence un peu conceptuelle des idées qu'on veut pointer, je ne vais évidemment pas plonger dans chacun de ces chapitres de la neuropsychologie, et d'ailleurs ils ne sont pas exhaustifs, mais simplement pour vous dire qu'il y a ici un champ de recherche contemporain qui est extrêmement riche. Et je vais m'intéresser à une situation, un syndrome qui a aussi le mérite d'être aux confins de la neuropsychiatrie et pour lequel aussi, vous allez voir, certains premiers scénarios explicatifs commencent à voir le jour, tout en restant bien lucide que ce que nous manipulons ici est beaucoup plus fragile en termes de connaissances encore empiriquement fondées que dans d'autres aspects de la psychologie. Alors, le syndrome de Capgras, c'est quoi? Vous avez sans doute entendu parler du syndrome de Capgras. En fait, Capgras, c'est le nom du neuropsychiatre français qui a publié cette première observation en 1926 avec Reboul-Lachaud, donc un article en français sur le délire ou l'illusion des sosies. Et comme vous le savez sans doute, une histoire de Capgras, c'est par exemple un patient, un homme qui est marié avec sa femme, puis sa femme, il est dans la cuisine son matin, il prend son café, et puis sa femme rentre, il l'identifie comme étant sa femme, bien elle, etc. Mais il est immédiatement convaincu, de manière absolument indéniable et très forte, un contenu de croyance subjective très forte, qu'en réalité, cette personne qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa femme n'est pas sa femme. Et qu'il s'agit en fait d'un sosie, de quelqu'un qui se déguise, qui prend l'apparence de sa femme, d'un double, mais qui n'est pas sa femme. C'est un phénomène en fait plus fréquent qu'on l'imagine, parce que lorsqu'on interroge des patients et lorsqu'on creuse certaines pathologies, vu le contenu très fort, les patients ne vous le livrent pas toujours. Et puis c'est un phénomène qui est fluctuant, c'est un phénomène qui a une sémiologie très riche. Ce phénomène peut arriver à des conséquences extrêmement dramatiques. Vous pouvez avoir des patients qui souffrent du phénomène de Capgras, qui par exemple vont être conduits à des comportements hétéroagressifs très violents sur un pas. Il y a eu des meurtres, il y a des affaires médico-légales autour de meurtres ou en tout cas d'assauts sur un sujet au nom du Capgras, ou de quelqu'un qui va décapiter son proche en étant convaincu que c'est un robot qui a pris l'apparence, mais qu'il ne s'agit pas d'un être humain. Donc ça peut avoir des tonalités très fortes. Ça peut avoir aussi des tonalités beaucoup plus proches du théâtre de boulevard, avec cette histoire d'un collègue marseillais qui nous avait raconté le cas de conscience d'une épouse d'un patient Capgras qui ne savait pas quoi faire parce que son mari, la prenait pour un double, donc pas pour elle-même, et lui faisait des avances. Donc est-ce qu'elle devait céder aux avances de son mari qui la concevait comme n'étant pas elle-même? Donc devait-elle tromper son mari avec elle-même? Donc là, on est plus dans... Mais pour vous dire que c'est un phénomène qui est extrêmement prégnant, extrêmement fort, et pour les cliniciens qui peuvent voir des patients, qui ont vu des patients, on sait cette expérience qui est assez fondamentale. Alors comment ça se passe? Et pendant très longtemps, le Capgras est resté dans une sorte d'absence d'explication, d'intégration à un champ général de psychose, sans qu'on puisse vraiment dire grand-chose, et sans avoir de vision mécanistique très établie. Et les questions qui vont nous intéresser sont trois questions. Premièrement, comment est-ce qu'un malade peut arriver à générer une telle interprétation? C'est-à-dire à partir de quelles données, quelles sont les données psychologiques et neuronales, quelles sont les données de l'acte de la perception qui vont le conduire à pouvoir élaborer une interprétation telle que celle du Capgras. Deuxièmement, comment cette interprétation survient? Quelle est la part de conscience, de non-conscience? C'est ce qui se passe lorsqu'on génère cette interprétation. Et troisièmement, qu'est-ce qui peut expliquer également l'adhésion subjective très forte à cette interprétation? Il arrive dans la vie de tous les jours, et j'en donnerai quelques exemples, qu'on pense quelque chose, qu'on interprète quelque chose du monde, et puis qu'immédiatement on le révise. On dit non, ça ne colle pas, c'est pas ça, et on trouve autre chose. Et chez ces patients, on voit une sorte de fixité, d'un motif récurrent sur une même idée qu'ils ont du mal à détruire en fait.
Et malgré le côté très spectaculaire du Cap Grasse, on ne va pas oublier que cette visite dans le Cap Grasse n'est pas uniquement pour nous pour comprendre ce tableau psychiatrique, mais pour essayer en retour d'en déduire des principes plus généraux sur la cognition du sujet sain. Du sujet qui n'est pas Cap Grasse, mais le point fort, si vous voulez, c'est de dire que même lorsque vous n'êtes pas un Cap Grasse, ce que vous faites en permanence, ça s'apparente à élaborer des constructions interprétatives croyances qu'on peut appeler des fictions. Alors, très rapidement, ce que l'on sait, par exemple sur cet article de review que je vous invite à lire de Ellis et Lewis de Tix en 2001, c'est que lorsque nous percevons, c'est un cerveau de profil, et lorsque nous percevons un visage, donc un objet visuel, il commence par être représenté dans les structures postérieures du cerveau, le lobe occipital, juste en avant de l'occiput. Et puis, pour la perception des visages, c'est une longue histoire évidemment, très riche, comme vous pouvez l'imaginer, on distingue deux voies principales de traitement des visages. Il y a une première voie qui va propager une information qui va être représentée sous de différentes formes dans ce que l'on appelle la voie visuelle ventrale, qui va du lobe occipital au lobe temporal, la face inférieure du lobe temporal, et qui va avoir en réalité un rôle très important dans l'identification d'un objet visuel. C'est avec cette voie visuelle qu'on identifie des mots, des objets, des chapeaux, des formes géométriques et des visages. Et puis on a une deuxième voie qui n'est pas totalement indépendante de la première, mais c'est assez schématique. Une deuxième voie qui, elle, va plutôt vers le sillon temporal supérieur, va vers les structures pariétales, vers les structures frontales, et va converger sur la face ventromédiale du lobe frontal. Et cette voie dorsale, qui est indiquée ici, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, va être beaucoup plus impliquée dans l'élaboration d'une représentation de familiarité, en l'occurrence du visage. Autrement dit, si vous êtes Mickey, vous êtes face à Minnie. Eh bien, lorsque Minnie gagne votre cortex occipital, pas Minnie évidemment, n'oubliez pas, une représentation de Minnie, eh bien, vous allez avoir en fait un calcul cérébral de deux types d'informations. Une information d'identité, il s'agit de Minnie, une information de familiarité, un cortège d'informations émotionnelles qui vont avec l'idée d'une familiarité. Cette structure ici est très liée au cortex limbique aussi, donc c'est un lien de contact entre des aspects limbiques, émotionnels, végétatifs et ce qui se passe. Et donc quand vous êtes face à Minnie, eh bien, vous pouvez dire « c'est Minnie, mon épouse », et la paix des ménages est pour le moment bien respectée. Maintenant, il y a une première situation pathologique qui est beaucoup plus connue que le Cap Grasse, et beaucoup plus fréquente, on y reviendra dans un instant, c'est en réalité une situation qu'on appelle la prosopagnosie. Vous avez tous lu ou vu la pièce, et d'abord la nouvelle d'Oliver Sacks, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, etc. Donc il décrit différents tableaux neuropsychologiques, dont des tableaux d'agnosie visuelle. Alors la prosopagnosie, c'est que si vous avez une lésion dans cette voie ventrale, cette voie, je vous le rappelle, est chargée de calculer, de construire une représentation de l'identité du sujet. Eh bien, face à Minnie, ce qui peut se passer, c'est que dans une situation de lésion très sévère de cette voie ventrale, eh bien, le sujet observateur aura du mal à accéder à l'identification, voire n'arrivera pas à accéder consciemment à l'identité de Minnie, mais pour autant, cette voie dorsale qui calcule la familiarité continuera à fonctionner. Et donc, en réalité, vous aurez ici une situation de familiarité sans identification consciente, ce qu'on appelle la prosopagnosie. Alors, si vous m'écoutez avec un esprit critique, j'espère, vous vous direz, bon, on a bien compris qu'ici, le patient ne reconnaît pas Minnie, mais comment savons-nous qu'il a néanmoins une expérience de familiarité, ou en tout cas que son cerveau continue à construire des représentations de familiarité de cet objet? Eh bien, c'est un champ assez récent. On peut essayer indirectement de mesurer la familiarité ou d'avoir un reflet d'une information de familiarité grâce à différentes techniques. Une de ces techniques, c'est ce qu'on appelle la réponse électrodermale. On vous met deux électrodes soit sur la face palmaire de la main ou soit sur les doigts, et on va simplement mesurer en temps réel la conductance cutanée. Donc en fait, la variation de la conductance de la peau qui va être sensible notamment à la sécrétion de sueur. Et en réalité, par ce simple type de mesure, de monitorage, on pourra avoir accès à un paramètre qui n'est pas du tout spécifique, mais qui, dans la situation de cette expérience, deviendra spécifique. C'est en quoi cet objet visuel a éveillé une réaction végétative qui est interprétée comme un reflet de familiarité. Et ce que vous avez de remarquable, c'est un travail initial de Tranel et Damasio, publié dans Science, mais il y a maintenant longtemps, en 1985, eh bien, c'est que chez les prosopagnosiques, très souvent, vous allez voir, malgré l'absence d'identification consciente, une réponse uniquement à des photos d'êtres familiers, pas à des êtres non familiers. Donc une comparaison, un contraste assez minimal qui nous permet de dire qu'effectivement, cette voie dorsale doit fonctionner, la familiarité existe, mais le sujet n'en a pas conscience, ce qui est intéressant, et il reste dans une situation de non-reconnaissance de l'identité. Alors revenons au Cap Grasse. Qu'est-ce qui se passe pour le Cap Grasse alors? Eh bien là, nous sommes armés pour voir maintenant comment on peut interpréter certains éléments de ce mécanisme. Face à Minnie,
Cette fois-ci, on imagine une lésion plutôt dans la voie dorsale. Donc le sujet va pouvoir identifier l'individu, en l'occurrence dire c'est Minnie, c'est ma femme, mais il sera dépourvu de l'information de familiarité. Autrement dit, une situation inverse à celle du patient prosopagnosique, le patient peut identifier, mais ne ressent pas en même temps les informations de familiarité qui sont normalement associées à ce visage très connu. Et d'ailleurs, cette prédiction a été vérifiée il y a déjà quelques années, notamment par Ellis et par Hirstein et Ramachandran, en montrant chez quelques patients en Capgras, il n'y en a pas beaucoup des patients en Capgras, eh bien qu'effectivement, ils n'ont plus cette réponse végétative lorsqu'on leur présente des visages familiers qu'ils reconnaissent. D'accord ? Donc le sujet reconnaît son épouse, mais n'est plus capable de modifier sa réponse végétative. Ça, c'est un seul des indices, mais beaucoup d'autres. Donc probablement, on en infère, peut-être à tort, qu'il n'est pas capable de construire une information de familiarité très élaborée. Et donc, il arrive ensuite à cette interprétation délirante qui consiste à dire, en fait, celle que je vois, ce n'est pas vraiment Minnie, elle lui ressemble, mais c'est un sosie, c'est un alien, c'est un robot. Voilà les éléments un peu du Capgras. Alors à ce stade, là aussi, on pourrait se poser beaucoup de questions. D'abord, critique aussi, se dire, votre histoire est un peu trop simple. Un peu trop simple pour plusieurs raisons. D'abord parce que le syndrome de Capgras est un syndrome qui est relativement rare. Même si on sait l'observer, il est quand même très rare. Or, par la simple probabilité des lésions cérébrales dans les différentes régions, si une seule lésion cérébrale permettait de produire un Capgras, on devrait en observer beaucoup plus. Peut-être autant que des aphasies ou que des prosopagnosies au moins. Donc on peut tenir ce genre de raisonnement, se dire que le syndrome est trop rare pour être expliqué uniquement par cela. Deuxièmement, on voit également que là, on propose un mécanisme très général, mais quand on voit l'introspection des patients dans le Capgras, en général, chez un malade donné, c'est un individu ou quelques individus ou animaux ou objets qui vont être touchés, mais pas l'ensemble des êtres familiers. Donc il y a d'autres phénomènes aussi à ajouter pour bien comprendre ce qui se passe chez ces patients. Et puis enfin, c'est l'argument le plus démonstratif, on peut être sujet à cette dissociation, ça veut dire percevoir l'identité, mais ne plus avoir de réponse végétative, sans pour autant développer un délire de Capgras. Exemple, eh bien, l'exemple a été proposé là aussi, plusieurs équipes, notamment le groupe de Damasio a parmi les premiers exploré cette idée-là, chez des patients qui ont des lésions ici, vous voyez. Donc ce ne sont plus des lésions ni dans la voie ventrale visuelle, mais plutôt dans le point d'aboutissement de cette voie dorsale de familiarité, dans le cortex ventromédial. Eh bien, chez des patients tels que ces patients-là, Damasio et ses collègues ont pu montrer que ces patients, lorsqu'on leur montre des visages de personnages familiers, ils ont évidemment une capacité en blanc de performance d'identification qui est quasiment parfaite. Ils reconnaissent quasiment à tous les coups de qui il s'agit. Mais par contre, ils ont perdu la réponse émotionnelle, ils n'ont plus cette réponse électrodermale, sans pour autant qu'ils développent un délire d'interprétation comme le Capgras. Donc vous voyez bien que là, il nous manque quelque chose à ce stade. Alors qu'est-ce qui peut nous manquer en réalité Alors oui, pardon, parce que je voulais y revenir aussi dans un instant, c'est que pour autant, des patients qui ont des lésions massives ici, c'est une petite parenthèse, une petite digression, eh bien ces patients peuvent être également, à leur tour, sujets à des élaborations fictives qui sont aussi plus faciles à observer parce qu'elles ont un contenu particulier. Et je voulais donner l'exemple d'une patiente que nous avions eu l'occasion d'étudier. Une patiente en fait, qui, à l'âge de 40 ans, avait eu une hémorragie méningée massive. Et vous voyez sur son scanner ici le profil et une coupe coronale. Elle avait une lésion massive à la fois du cortex frontomédial, notamment à gauche, mais également du mur interne, du cortex cingulaire antérieur, donc une lésion assez étendue. Cette patiente avait un fonctionnement cognitif sur le plan des fonctions exécutives qui est relativement intègre, étonnamment intègre sur beaucoup d'aspects, sauf sur quelques-uns. Elle a perdu la capacité à monitorer son effort mental, je ne vais pas élaborer cet aspect-là, mais l'autre point qui est plus anecdotique, mais qui aujourd'hui peut nous intéresser, c'est que cette patiente, très clairement, au jour où elle est sortie de sa rééducation après la neurochirurgie, son entourage, notamment ses 2 filles et son fils, vous raconte de manière absolument claire qu'elle s'est transformée sur le plan de la personnalité et que notamment elle présente une indifférence affective assez forte. C'était une mère très engagée, très présente, et en fait, les soucis de ses enfants la préoccupent beaucoup moins qu'auparavant. Et cette patiente, alors je n'ai pas d'éléments démonstratifs chez elle, c'est juste pour vous suggérer certaines pistes, cette patiente, lorsqu'on mesure ses réponses électrodermales, eh bien, elles sont assez altérées dans des situations de monitorage interne de ses propres émotions ou de l'effort mental qui est associé à une tâche. Et donc vous allez voir ensuite un discours, par exemple, cette patiente me tient des discours pareils, on peut discuter ensuite de leur contenu. Bien, quand on la confronte, de manière non pas violente, mais en demandant alors comment vous faites avec vos enfants, ils me disent qu'ils ont l'impression que vous êtes un peu moins concernés par ce qui leur arrive, etc. Et donc elle peut
évidemment, ouvrir un champ narratif auquel elle croit. Il ne s'agit pas d'une interprétation sur commande ou sur mesure. Vous dites, vous savez, docteur, quand on a vécu ce que j'ai vécu, des semaines en réanimation, quand on est passé comme moi à 2 doigts de la mort, on ne considère plus les choses comme avant. Alors là, on est d'accord avec elle, on ne considère plus les choses comme avant. Mais l'explication est peut-être différente. Je ne jette plus le même regard sur les problèmes de mes enfants. Cette expérience a transformé ma conception de l'importance des choses dans la vie. Donc ça, c'est aussi, je pense, un élément que je ne prends pas comme la psychopathologie, mais presque de la psychopathologie de la vie quotidienne, pas seulement pour cette patiente. C'est qu'on, je pense, dans un mélange de production narrative qui va nous produire du sens, là aussi, mais qui est contrainte parce que nous pouvons ou ne pouvons plus faire au niveau psychologique et cérébral. Alors, quelle est la case manquante? Refermons la parenthèse et revenons au Capgras. Donc, si vous pouvez avoir ça, cette dissociation, sans avoir de Capgras, c'est qu'il faut autre chose. Et la piste la plus sérieuse aujourd'hui, c'est qu'il faut en réalité une lésion frontale en plus. Donc, il ne faut pas une lésion pour un Capgras, il en faut 2. Quand j'entends lésion, je veux dire dysfonctionnement. Il ne s'agit pas nécessairement de deux lésions macroscopiques. Dysfonctionnement ou disconnexion, différentes situations qui font qu'à un moment donné, il y a au moins 2 systèmes qui ne vont plus fonctionner. Premier système, première lésion pour expliquer la dissociation, familiarité, identification, mais il en faut une deuxième, et qui est plutôt a priori associée au lobe frontal et plutôt au lobe frontal droit. Dans ce papier de review de Feinberg et Keenan, c'est une méta-analyse sur 29 malades, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup des malades, 29 malades qui ont soit un Capgras, soit des délires d'identification et des délires d'identification similaires, voire sur eux-mêmes ou de la somatognosie. Et ce que vous voyez, c'est qu'en général, les patients qui ont ce type de phénomène ont une lésion, en réalité, la plupart d'entre eux ont une lésion frontale, plus une lésion droite que gauche et plus une lésion frontale que dans les autres régions. Donc le lobe frontal serait visé comme deuxième système. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y aurait de spécial dans le lobe frontal? Alors d'abord, on peut faire quelques remarques. C'est que ce qu'on va développer comme idée, celle qui est développée dans la littérature par les auteurs qui explorent ce domaine eux-mêmes, c'est qu'en réalité, on va associer au lobe frontal droit une fonction d'évaluation de croyance. Que nous aurions en fait des systèmes cérébraux, prenons cet exemple frontal droit, dont l'une des fonctions consisterait, lorsqu'une fiction jaillit dans notre conscience, d'élaborer, d'évaluer la viabilité, disons, la crédibilité de cette interprétation et de voir si on la conserve ou si on ne la conserve pas. Donc une sorte d'évaluateur de croyance, si vous voulez. Et qu'en réalité, alors pourquoi le lobe frontal? Il y a plusieurs commentaires. Un petit commentaire juste anecdotique. Souvenez-vous du premier cas de patient calleux de Gazzaniga. Peut-être qu'a posteriori, c'était d'autant plus facile d'observer une fiction de l'hémisphère gauche qu'un hémisphère gauche déconnecté de l'hémisphère droit serait moins sous le contrôle de cette région frontale droite qui, elle, serait là pour évaluer la crédibilité d'une fiction. Et donc il aurait peut-être plus de facilité à nous dire ce qu'il nous dit, parce qu'en plus, non seulement il est déconnecté, mais il a plus cette fonction d'évaluation de croyance qui est associée à certaines structures du lobe frontal droit. Deuxièmement, il y a un point très fondamental dans la sémiologie neuropsychiatrique, c'est qu'il y a un distinguo important, notamment défendu par, même il y a assez longtemps, au début du XXe siècle, par une école française de psychopathologie, de psychiatrie et de neurologie, qui est un distinguo entre l'hallucinose et l'hallucination. Vous pouvez être soumis à des situations perceptives dans lesquelles vous voyez des petits personnages colorés qui bougent autour de vous, vous les voyez, mais vous savez que ce n'est pas vrai. On appelle ça l'hallucinose. Et parfois, vous croyez que c'est vrai. Je schématise un petit peu, et là, on est plus dans l'hallucination. Donc, cette distinction entre contenu susceptible d'être un support d'une interprétation délirante et processus d'adhésion ou pas à une interprétation délirante sont dissociables, ne vont pas ensemble. On peut avoir des contenus tout à fait anormaux sans adhérer à la véracité de ces contenus. Donc cette distinction hallucinose-hallucination est importante, et de manière intéressante, ces interprétations irrépressibles, mais qui sont critiquées par le sujet, sont en général associées à des lésions qui ne touchent pas nécessairement le lobe frontal, plutôt dans le tronc cérébral. Par exemple, il y a un cas qu'on appelle l'hallucinose pédonculaire qui est assez connu, ou bien même dans des modules perceptifs, visuels ou auditifs, avec, par exemple, chez des patients aveugles adultes, des contenus visuels, le Charles-Bonnet visuel ou le Charles-Bonnet auditif, mais les sujets sont capables de vous dire, bon, j'entends des chansons familières ou je vois des personnages, mais ça me gêne, je sais bien que ce n'est pas vrai, ça me gêne de les avoir, etc. Alors, je suis obligé de simplifier ce que j'entends par là, c'est que quand on plonge dans la sémiologie de ces malades, on voit qu'il y a des fluctuations du niveau de croyance. Mais le point intéressant, donc il y a parfois des moments où la distinction, la critique du patient face à la hallucinose n'est pas aussi claire que ce que je viens de dire. Simplement, la dynamique de ces phénomènes existe, ils ne sont pas fixés sur une interprétation, et il y a un pouvoir critique qui est beaucoup plus riche que dans la situation d'hallucination ou d'idées délirantes extrêmement fixes et difficiles à rejeter par le sujet. Et puis enfin, dans une littérature qui est plus une littérature psychiatrique, depuis très longtemps, il y a cette idée que dans le Capgras, par exemple, et de manière plus générale dans les idées délirantes,
il y a un lien avec un dysfonctionnement des fonctions habituellement attribuées au lobe frontal. Au lobe frontal dont Stanislas nous a parlé en citant Crick et Corr, comme cette partie du cerveau qui aurait comme fonction également de contrôler, de monitorer, de méta-représenter et de critiquer ce qui se passe dans le reste de notre cerveau. Mémoire de travail, contrôle exécutif, méta-représentation, inhibition également. Donc il y a un lien assez fort entre lobe frontal et donc dysfonctionnement du lobe frontal et possibilité pour une idée délirante de s'affirmer. Alors, une fois qu'on a cette intuition grâce au Capgras et d'autres syndromes neuropsychologiques chez le sujet malade, on peut tester ça chez le sujet sain. Et un des paradigmes qui est le plus utilisé, un des plus utilisés, qui a été développé en 1983 par Evans, c'est un paradigme qui s'appelle le Belief Bias paradigme, qui nous parle directement de ça, mais en parlant également de beaucoup d'autres choses. L'idée est très simple, c'est qu'on soumet des sujets sains à des petits exercices de logique. Et dans ces exercices de logique, l'instruction est très claire. On dit au sujet de cette expérience, vous allez partir de prémices, on va vous donner des prémices et une conclusion. Et vous allez nous dire si ce syllogisme est exact ou si c'est faux sur le point logique. Donc, est-ce qu'il y a une erreur logique dans ce qu'on vous raconte ou pas? En précisant au sujet, attention, les prémices qu'on va vous donner ne sont pas nécessairement vraies dans la vraie vie. On pourra vous dire des choses qui sont absolument en contradiction avec vos croyances sur comment va le monde, est-ce qu'une cigarette c'est dangereux ou pas, etc. Ce n'est pas le problème. Ce qu'on vous demande de faire, ce n'est pas de nous dire si les prémices sont vraies ou pas, c'est est-ce que le raisonnement tient la route ou pas. Et donc vous pouvez avec ça dessiner un paradigme 2x2, situation dans laquelle il y a un conflit ou pas dans les prémices avec la crédibilité objective, la crédibilité même plutôt subjective, là, mais inhérente, partagée par tout le monde. Donc un premier paramètre de croyance et un paramètre de véracité logique. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ce petit raisonnement? Et est-ce qu'il se fonde sur des prémices qui sont exactes ou pas? Et de manière assez étonnante, c'est un champ assez vaste évidemment que je ne connais pas du tout bien, j'ai juste fouillé dans cette direction qui m'intéressait aussi, mais mes travaux ne portent pas du tout sur cette littérature. Eh bien, ce paradigme qui a été énormément répliqué, dupliqué et puis développé par beaucoup d'études, nous montre ce type de résultats dans lesquels vous avez en fait cette dissociation intéressante, c'est-à-dire que non seulement les sujets répondent, donc là c'est le pourcentage de conclusions qui sont acceptées comme vraies, eh bien quand c'est crédible, vous répondez globalement plus que c'est vrai que quand c'est pas vrai, évidemment, mais plus intéressant, lorsque c'est valide également, sur le plan de la crédibilité subjective des prémices, eh bien, lorsque c'est crédible, ici, vous voyez en vert, vous avez une tendance à répondre que c'est vrai, non seulement quand c'est correct, mais même lorsque c'est incorrect sur le plan logique. Donc quand c'est invalide sur le plan de la logique, vous avez une proportion de réponse, une capacité à accepter une conclusion qui est logiquement fausse, mais qui est vraie du point de vue de son contenu de crédibilité. Donc prenons un exemple très clair, conflit et invalide. Voilà. Si par exemple on vous dit no addictive things are inexpensive, il n'y a aucune chose addictive qui ne soit pas chère, ce qui n'est évidemment pas vrai, mais on vous dit de prendre ça pour vrai, que de dire que quelques marques de cigarettes ne sont pas chères, et de dire que donc certaines choses addictives ne sont pas des cigarettes, eh bien les sujets vont pouvoir en réalité accepter ça de manière beaucoup plus importante. Je me trompe peut-être d'ailleurs dans l'exemple que j'ai choisi. Il nous faut en fait une situation invalide et conflit. Oui, c'est celle-là. Et donc vous pouvez arriver en fait à répondre de manière totalement incorrecte parce que vous dites non, une cigarette c'est toujours addictif, donc ça ne marche pas. Donc vous avez ce type de paradigme. On peut critiquer, ça peut être un champ de la discussion aussi, jusqu'à quel point ces paradigmes répliquent ou parlent du même phénomène. Mais je crois qu'ils mettent le point sur cette idée qu'il y a un système de croyances subjectives qui sont alimentées par vos croyances du monde, et puis qui vont être ou pas en opposition avec une manipulation consciente de ce qui fait irruption dans votre scène consciente. Et ce qui est intéressant, c'est que si on fait ce paradigme en demandant à des sujets de faire une tâche qui repose sur les fonctions du lobe frontal, une tâche de mémoire de travail, on vous montre par exemple une configuration de points, on l'enlève et on va vous demander ensuite de pouvoir reconnaître laquelle était présentée au début de l'essai. Donc autrement dit, pendant qu'on vous fait raisonner sur ce problème logique, on va vous solliciter également votre mémoire de travail consciente. Et bien ce qui se passe de manière intéressante, vous avez ici une triple interaction. Vous avez le fait que lorsqu'il n'y a pas de conflit, no conflict, donc à la fois les prémices et la conclusion vont dans le même sens, eh bien lorsqu'il n'y a pas de conflit, les performances ne sont pas du tout, sont bonnes d'abord des sujets, et elles ne sont pas affectées par la charge en mémoire de travail. C'est-à-dire si on vous demande de faire une tâche plus ou moins difficile en mémoire de travail, on peut manipuler ce paramètre-là, ça n'affecte pas vos réponses, vous restez très bon tout le temps. Par contre, si vous êtes en une situation de conflit, donc là il faudrait mettre en œuvre le lobe frontal, les fonctions de mémoire de travail, de contrôle, de raisonnement, et bien là vous allez avoir une performance qui va être moins bonne et qui va être liée à l'intensité de sollicitation du lobe frontal par la charge attentionnelle qu'on vous demande de faire. Et non seulement ça, mais en plus, troisième facteur de cette étude, si en plus
on classifie les sujets selon leur empan numérique, leur span, leur empan numérique, en disant que ça nous donne un reflet des fonctions frontales. Eh bien, on voit qu'il y a un ordonnancement des résultats, c'est-à-dire que la performance est d'autant moins bonne qu'ils ont une fonction de base du lobe frontal, disons, qui serait moins bonne dans ce type de tâches. Donc là, on a un beau résultat qui nous montre qu'effectivement, il semble qu'en situation de conflit, nous nous reposons sur le lobe frontal pour rejeter une croyance subjective qui est vraie, peut-être, mais qui ne s'applique pas à la situation que nous sommes en train de gérer. Et dans une étude en imagerie cérébrale fonctionnelle, Goel et Dolan en fait, ont montré que lorsque dans les situations critiques, les essais qui sont invalides, mais qui sont subjectivement vrais, eh bien, vous avez une activation du cortex ventromédial. C'est plus importante par contrôle avec des situations dans lesquelles il n'y a pas de rejet de cette erreur. Et lorsque vous avez répondu de manière correcte à des situations de conflit, vous allez voir cette fois-ci une activation plutôt dans la région dorsolatérale préfrontale droite. Et si vous voyez plus en détail ce qui se passe dans cette région-là ventromédiale, vous voyez que non seulement elle s'active lorsque vous avez répondu à tort sur un essai de conflit, mais par contre elle est activement inhibée par contrôle avec les deux autres situations lorsque vous avez réussi à corriger ce biais initial pour répondre la réponse qui logiquement est bonne, mais en contrecarrant cet effet initial. Alors où je veux en arriver, c'est qu'on arrive, si on remet toutes ces pièces de puzzle ensemble, à une ébauche d'un scénario explicatif. C'est qu'est-ce qui se passe donc pour développer un Capgras? Eh bien d'abord, il y a une première étape, on l'a vu, qui semble assez assise maintenant, de dissociation entre une information de familiarité et d'identification. Vous recevez perceptivement des informations qui sont « j'identifie le personnage » et il n'y a pas la familiarité qui l'accompagne. Étape 2, il y a une génération d'hypothèses. C'est un sosie. Étape 3, il y a l'accès à la conscience de cette interprétation et son support de croyance. Pourquoi c'est très important de faire cette distinction? C'est que quand vous interrogez un patient qui a un délire, il ne va pas vous dire, évidemment, étant donné que je ne ressens pas de familiarité, j'en déduis que c'est un sosie. Ce n'est pas ça ce qui se passe. La genèse de l'interprétation n'est pas consciente, n'est pas rapportable par le sujet. Le sujet va prendre conscience d'une interprétation, mais il ne va pas la fabriquer lui-même. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il aura du mal, consciemment, à pouvoir rejeter cette interprétation, à la considérer comme inexacte, comme délirante, et à en chercher une autre, par exemple. Donc là, on arrive à cette étape 4, avec cette déficience du contrôleur de croyance, par exemple, et étape 5, la non-correction et le maintien en fait, de cette fiction interprétation-croyance qui va vous permettre, vous, en clinicien, de l'observer et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, tout ce démontage, en fait, doit beaucoup aussi à des travaux qui viennent d'une autre branche de la psychologie, qui sont en fait des champs qui sont beaucoup développés, par exemple, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la neuroéconomie ou l'étude de la décision. Et donc, depuis assez longtemps, des auteurs comme Tversky et Kahneman qui a eu le prix Nobel pour ces résultats-là, justement, ont développé en fait qu'il y aurait deux systèmes dans la décision, un système heuristique et un système de biais, donc un système logico-déductif qui reposerait sur des fonctionnements conscients, rapportables, et puis des fonctionnements beaucoup plus basés sur des biais de réponse, associés à des croyances qui sont encodées chez le sujet et qui peuvent arriver à des dissociations entre le niveau de calcul de ces deux systèmes. Eh bien, vous voyez qu'en fait, les idées que nous utilisons aujourd'hui pour ce type de littérature sont assez proches de ce domaine, et ce sont deux domaines qui sont assez entrecroisés sous l'angle qui nous intéresse de la fiction. Donc, notamment Kahneman, mais aussi Evans, dont on a parlé, et notamment Max Kohlhardt, qui fait un peu cette synthèse entre le champ de la psychopathologie et de cette approche. Alors, juste quelques remarques sur ces différentes étapes. À propos de la genèse des interprétations. Quand vous êtes Capgras, et vous vous dites, c'est un sosie, ce n'est pas ma femme. Ce processus, il semble assez non conscient. Autrement dit, la genèse elle-même de l'interprétation, vous n'avez pas une capacité à rapporter que vous-même vous avez construit cette interprétation. Vous en prenez conscience, mais cette genèse semble vous échapper. Cette genèse semble assez automatique. C'est-à-dire qu'elle ne repose pas sur votre attention, sur votre capacité à contrôler quelque chose d'autre. Elle semble assez encapsulée, c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment accès à ce qui s'y passe. Et on peut l'appeler cognitivement impénétrable. Autrement dit, elle repose sur des critères qu'en psychologie de l'automaticité, on associe à ce qu'on appelle des modules fodoriens. Fodor, qui a écrit un ouvrage important qui s'appelle La modularité de l'esprit, propose de distinguer les opérations modulaires des opérations non modulaires, avec l'idée que les opérations non modulaires sont plus associées à la conscience. Donc là, on a une genèse de l'interprétation qui, elle, ne semble pas consciente. Ça, c'est un point très important. Mais pour autant, cette genèse d'interprétation est déjà assez riche, parce que pour qu'elle survienne, il faut qu'il y ait cette mise en relation avec ces deux informations. Donc on a peut-être probablement une nouvelle illustration de situation de cognition non consciente, mais cette fois-ci qui est suffisamment riche pour mettre en relation une dissociation entre deux informations discordantes, d'arriver d'une certaine façon à les intégrer pour répondre par une explication interprétative qui va être ensuite le contenu de la conscience.
Alors on peut s'interroger là-dessus sur le rôle exact du cortex ventromédial dont je vous ai parlé. Est-ce qu'il est directement impliqué dans la genèse de l'interprétation ou est-ce qu'il est déjà impliqué dans des processus en aval et que ces interprétations inconscientes, elles pourraient survenir dans beaucoup plus d'aire cérébrale? J'aurais plutôt tendance à penser ça pour des raisons dont on peut discuter. Deuxièmement, je vous le disais, c'est un phénomène non conscient mais qui est assez riche puisqu'il a une capacité d'intégration entre deux informations qui sont dissonantes en réalité. Et on peut se poser la question sur les mécanismes cérébraux impliqués que je ne vais pas développer. Et ça nous amène à des questions et des prédictions. Si ce que l'on dit est exact, alors on pourrait se demander s'il est possible chez un patient Capgras, par exemple, de mettre en évidence une représentation inconsciente de l'interprétation. Ça veut dire, imaginons qu'on présente de manière subliminale la photo de son épouse à un patient Capgras, est-ce qu'on pourrait arriver à montrer qu'il en élabore une interprétation de sosie sans même en avoir conscience, mais qu'elle influence son comportement par ailleurs? Ceci dans l'idée que l'étape de la genèse de l'interprétation ne serait pas elle-même consciente, ne nécessiterait pas une situation consciente. On peut développer plusieurs types de questions autour de cette idée, que je ne vais pas développer maintenant, ou bien à l'inverse, on peut se dire, et là ça devient peut-être plus subtil et plus difficile, il faut faire des expériences pour le savoir, mais peut-être qu'en réalité, pour élaborer cette interprétation, peut-être qu'il faut disposer d'un espace de conscience, mais d'une certaine façon le pirater un petit peu, c'est-à-dire un processus très rapide qui pourrait circuler dans un espace de travail global conscient, mettre en relation deux informations, mais de manière trop rapide pour que le sujet puisse le rapporter, mais qui néanmoins emprunterait une certaine propriété de l'architecture. Autrement dit, est-ce qu'un patient non conscient, dans un état non conscient, comateux ou endormi profond, serait capable encore de ces opérations de synthèse non conscientes pour faire générer ces interprétations? Ça reste totalement ouvert, hein, c'est une question empirique, mais qu'on peut poser de manière, en tout cas, un programme assez large de recherche. Troisième étape, c'est l'accès à la conscience et le support de croyance. Alors l'accès à la conscience de ces contenus sont sans effort. Le patient Capgras n'a pas besoin d'effort pour dire si c'est un sosie ou pas, de la même façon que chacun d'entre nous n'avons pas d'effort pour avoir des interprétations. Quand vous voyez le petit film tout à l'heure de Heider et Simmel, eh bien, de voir le couple qui se bat contre le méchant, etc. Aucun effort pour arriver à générer ce type de représentation. Et le point qui est intéressant, qui est des conséquences aussi philosophiques, c'est qu'il semble, en tout cas l'introspection de ces phénomènes, c'est l'impression qu'il y a une co-occurrence entre l'accès et la croyance. C'est-à-dire que quand vous accédez à l'interprétation, vous y croyez en même temps, dans beaucoup de situations. Alors, les questions ouvertes, c'est notamment certaines que Stanislas mentionnait. Est-ce que lorsque nous accédons consciemment à une interprétation, est-ce que c'est juste la diffusion, hein, l'accès à une représentation d'interprétation, ou est-ce que l'interprétation va être reformatée de manière plus symbolique, plus réduite, dans un format différent qui serait un format propre au fonctionnement conscient? C'est une question qui reste évidemment à démontrer. Est-ce qu'à chaque instant, vous avez une seule interprétation dominante d'une scène inconsciente, ou vous avez plusieurs interprétations inconscientes qui coexistent dans votre esprit et dont vous ne prendrez conscience que de manière sérielle et éventuellement que d'une seule de ces interprétations? Autrement dit, est-ce qu'inconsciemment, vous allez pouvoir interpréter beaucoup plus que ce que vous allez pouvoir rapporter comme interprétation? Ça aussi, il y a des données qui vont dans les deux sens actuellement, et c'est une question qui est tout à fait traitable d'un point de vue empirique. Il y a enfin ce point qui me semble très important, c'est que lorsque nous prenons conscience, il y a une réduction massive de l'information, comme dans les travaux de Sparling, etc. Nous ne prenons conscience qu'une très faible fraction de ce qui se passe, et dans l'interprétation probablement également. Donc nous réduisons considérablement ce qui se passe, et d'ailleurs, une des propriétés du fonctionnement conscient, une propriété physiologique, c'est la fonction d'inhibition. On est capable d'inhiber beaucoup de systèmes lorsque nous prenons conscience de quelque chose. Donc, j'ai bien conscience ici d'élaborer plus des pistes de recherche qu'une explication, mais c'est pour vous donner un petit peu, je pense, le point auquel nous en sommes aujourd'hui. Alors, les points expérimentaux, par exemple, la question qu'on posait, est-ce que vous avez à chaque instant une seule interprétation consciente d'une situation inconsciente, ou plusieurs qui coexistent, mais dont vous ne prendrez conscience que d'une partie, que d'une seule, voire, eh bien, une possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'ambiguïté perceptive ou l'ambiguïté sémantique. Si on vous présente des photos ou des mots, etc., eh bien, tous ces objets ont un point en commun, c'est que chacun de ces objets a plusieurs interprétations possibles, soit perceptives, soit sémantiques, chez des mots polysémiques. Et un des points importants, c'est que consciemment, nous n'accédons à un moment donné qu'à une seule représentation. Mais nous avons beaucoup de moyens de montrer qu'en réalité, même lorsque nous n'accédons qu'à une seule interprétation, les multiples interprétations non conscientes coexistent. Et cette question-là militerait en faveur de l'idée qu'à chaque instant, l'interprétation elle-même est inconsciente, mais elle n'est pas unique. Nous ne voyons qu'un bout de l'interprétation, si vous voulez, par la prise de conscience. Mais inversement, nous avons des données aussi pour les systèmes d'accumulation d'évidence qui laissent supposer que même inconsciemment, il peut y avoir une tendance vers une représentation dominante qui ne soit pas consciente, qui s'impose à un système. Donc vous voyez qu'il y a différentes directions de ces recherches. Alors, j'ai bientôt terminé, je vois l'horloge en même temps. L'étape du contrôleur de croyance, donc la déficience du contrôleur de croyance.
on voit bien que le processus lui-même de contrôle de la croyance, est-ce que c'est crédible ou pas, ce que je me raconte dans ma tête, à un moment donné, pour le coup, ce n'est pas comme la genèse de l'interprétation, c'est un phénomène qui demande de l'effort, qui est associé aux fonctions frontales, on l'a vu, de mémoire de travail, qui est rapportable par le sujet, sensible à la mémoire de travail et l'attention, qui est sérielle. Bref, ça a toutes les propriétés d'un processus non modulaire, un processus plutôt conscient, qui le distingue donc de la genèse de l'interprétation. Alors les questions ouvertes, je vais passer sur certaines de ces interprétations, mais je vais en garder une seule simplement. Quel est le rôle du cortex préfrontal qu'on a isolé? Très probablement, c'est un épicentre d'un réseau beaucoup plus vaste. Il n'y a pas une fonction dans le lobe frontal droit, il y a probablement quelque chose qui est beaucoup plus complexe, mais dont on voit un bout de l'histoire par le cortex frontal droit. Deuxièmement, ce qui serait intéressant, c'est d'étudier la dynamique d'une fiction. À quel moment on y croit plus ou moins, hein, comme on le dit en anglais, hold for true, comment vous tenez pour vrai. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès au vrai, on a accès à ce qu'on tient pour vrai, et on peut tenir autre chose pour vrai à un moment donné. Et ça, cette dynamique de ces contenus conscients semble un point évidemment très intéressant. Alors, qu'est-ce qui est conscient dans l'histoire quand vous rejetez une croyance? Est-ce que vous êtes conscient de l'évaluation, du rejet, voire de la génération d'une hypothèse alternative, ou est-ce que simplement vous rejetez parce que ce n'est pas bon, et il y a une autre interprétation non consciente qui jaillit à votre esprit et que vous allez pouvoir manipuler? Certains éléments permettent, il y a toute une littérature assez riche sur l'association de ces phénomènes aux différents processus logiques élémentaires, comme l'adduction, l'induction, l'abduction, je ne vais pas développer ici, mais avec des liens assez intéressants qu'on peut tisser entre ces différentes voies. Alors, l'interprétation que moi, personnellement, j'aurais tendance à favoriser, c'est l'idée qu'il peut y avoir des interprétations non conscientes, ça on les a vues, mais qu'elles sont contraintes par une intégration des informations disponibles beaucoup plus locale que lorsque vous pouvez manipuler consciemment un champ considérable d'informations et vérifier, donc construire une interprétation consciemment, mais qui est beaucoup plus globale, dirons-nous, c'est-à-dire qu'elle va prendre en relation des champs qui sont beaucoup plus distants, pouvoir voir la véracité ou pas. Autrement dit, je pense qu'on peut continuer à imaginer qu'il y a des interprétations non conscientes, mais que consciemment, nous ne nous limitons pas à rejeter ou évaluer des croyances, mais nous pouvons construire une interprétation ou manipuler une interprétation de manière consciente, en la corrigeant pour des connaissances que nous avons et qui sont accessibles à notre conscience, alors qu'elles ne le sont pas toujours lorsqu'elles s'élaborent de manière non consciente. Et puis, il y a un point intéressant, c'est vraiment pour vous montrer que c'est la psychopathologie de la vie quotidienne. Je vais passer là-dessus. Je vous invite à lire, ma dernière diapo sera juste des références, mais un essai récent de Nancy Houston, la romancière Nancy Houston, et qui a en fait, dans ses textes, ses romans et ses essais sont très centrés autour de la question justement de l'interprétation de la subjectivité, avec une tentative assez réussie de s'informer de ce qui se passe en neurosciences de la cognition aujourd'hui. Et dans le domaine, disons, des sciences humaines, de la littérature, du roman, il y a plusieurs auteurs qui aujourd'hui se tiennent extrêmement intéressés par ce que l'on raconte en fait, mais pour arriver à l'utiliser comme ferment pour autre chose. Et donc je vous invite à lire cet essai qui est un essai très court, mais qui donne vraiment la perception littéraire des idées qu'on développe sur cette fiction, et notamment ce passage. Alors on peut le lire rapidement. Hein. Ainsi l'autre jour, j'arrive dans mon immeuble, vois que la cage d'ascenseur est arrêtée à un étage, entends quelqu'un y entrer et commencer à descendre. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent au rez-de-chaussée, je m'attends naturellement à voir sortir un de mes voisins. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et maintenant, il faudrait préciser, l'action mentale décrite dans le paragraphe qui suit n'a occupé que quelques millièmes de seconde. C'est Nancy Houston qui parle, qui écrit. À hauteur des yeux, je ne vois rien. Dérouté, je me dis « Ah, ce n'est pas un adulte, mais un petit enfant. » Baissant les yeux, je vois que non, c'est bien une femme adulte, mais dont la tête se trouve à la hauteur de ma taille. Elle est en train de déféquer, me dis-je. Non, elle vient de surgir par un trou dans le sol de l'ascenseur, me dis-je. Non, elle a eu besoin de s'accroupir, me dis-je, pour fouiller dans son sac à la recherche d'une clé. Si on reprend ce petit texte rapidement, on peut le commenter un petit peu. Donc, par exemple, ce passage, et maintenant il faudrait, ça c'est vraiment ce qu'on parlait sur les limites de l'introspection. Ce n'est pas parce que vous étudiez un texte que vous êtes obligé pour prendre pour argent comptant ce que l'on vous raconte dans ce texte. Donc on peut laisser Nancy Houston avoir cette introspection que tout ça se passe en quelques millièmes de seconde. Évidemment, ça prend beaucoup plus de temps que quelques millièmes de seconde, mais juste pour rappeler le point de vue, la distance qu'on peut avoir avec un contenu fictif. Hein. On ne prend pas pour vrai ce qu'un sujet raconte, simplement on s'y intéresse. Et deuxièmement, vous voyez, je trouve que ce petit texte montre bien la dynamique. D'abord, dérouté. À hauteur des yeux, je ne vois rien, dérouté. Une sorte de faillite du système, il n'y a pas de signification. Il faut trouver un sens, il faut trouver une explication pour remplir ce qui se passe. Irruption d'un premier contenu. Accès conscient à une première interprétation. Ce n'est pas un adulte, mais un petit enfant. Immédiatement, évaluation et rejet de l'interprétation. Irruption, évaluation de croyance, je rejette, ça ne marche pas. À ce moment-là, deuxième contenu qui a jailli à la conscience. À nouveau, de manière irrépressible. Hein. C'est une expérience de la vie quotidienne. On partage tous ce genre de situation. Et là aussi, rejet très rapide,
Troisième hypothèse, aussi farfelue, et puis enfin, convergence sur une quatrième hypothèse qui va être validée et tenue pour vraie par l'auteur de cette scène, par l'être qui perçoit cette situation. Donc je pense qu'on se retrouve maintenant avec cette fonction fabulatrice de la conscience, à un point qui, je pense, est très important d'un point de vue également de la philosophie. C'est-à-dire qu'après avoir mis en doute le réel ou notre expérience de réel, il y a un pas de côté qu'on peut faire, c'est de se dire, la question n'est pas tant de savoir si c'est vrai ou pas, c'est intéressant en soi, mais la question est de savoir comment je fais pour générer ce genre de contenu, ce qui est une autre question, et qui sans doute est celle qui a plus à faire avec la subjectivité. Deuxièmement, je crois qu'il y a aussi, c'est un champ difficile parce que, comme je vous le disais, il y a beaucoup de zones aveugles. Vous êtes en train de, en permanence, nous adhérons à des contenus fictionnels que nous croyons, que nous tenons pour vrais, et sur lesquels nous avons beaucoup de recul, dont nous ne prenons pas conscience de manière évidente. Et pas seulement dans un discours explicite, mais même notre rapport au monde, notre rapport à nous-mêmes, il y a en permanence cette idée, et je crois que d'une certaine façon, là aussi, je reviendrai là plus sur des aspects phénoménologiques, mais que par exemple des auteurs, ce n'est pas le seul, mais un auteur comme Husserl dans La crise des sciences européennes, ou dans un texte qui s'appelle La Terre ne se meut pas, etc., eh bien, ont mis le doigt, déjà il y a longtemps maintenant, sur cette idée que même si vous voulez construire un discours objectif des choses, ce qui évidemment a une valeur, a une scientificité, a une véracité, mais vous ne pouvez pas faire comme si, quand vous construisez ces connaissances, vous n'êtes pas néanmoins, vous continuez pas néanmoins à des êtres qui fonctionnaient sur un mode de fiction, de croyance, et que cela, ça fait partie d'une certaine façon de la condition humaine. Donc ce recul sur ces croyances, je crois, reste encore un point très important et qui dépasse le champ de la science. Troisièmement, la construction de soi, l'identité subjective, est par essence, je pense, l'objet le plus abouti de nos constructions fictives. Ce que nous adhérons à nous-mêmes comme étant nous-mêmes, c'est évidemment le fruit de ces processus. D'accord ? En médecine, on peut retourner vers la médecine, reboucler la boucle, revenir vers les patients. On peut se demander si d'autres pathologies, à part les dissociations spectaculaires qui nous mettent des fictions sous les yeux, peut-être que d'autres pathologies ont à voir avec les fictions. Dans quelle mesure des phénomènes comme la dépression, comme l'autodépréciation, etc., ne sont pas non pas expliqués par des fictions, mais ont en tout cas comme mécanisme associé, pas mécanisme unique, un mécanisme qui a à voir avec la vie fictionnelle. Et de ce point de vue-là, l'effet placebo était une façon de nous montrer qu'on peut avoir un effet au niveau fictionnel qui peut avoir des effets objectifs sur le cerveau, sur la santé d'un individu. Et là aussi, soigner les fictions par différentes choses. Et puis, je terminerai avec ça, c'est qu'en fait, il y a malgré tout, moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, c'est qu'il y a une poésie de la science, du coup, parce que quand vous voyez les choses ainsi, eh bien évidemment, être capable, en étant des êtres de fiction, de produire un discours qui a une véracité objective, qui en fait s'affranchit de notre condition d'être fictif, évidemment en mathématiques, en physique, mais en biologie aussi, dans d'autres domaines, il y a quelque chose de poétique de voir que nous arrivons à, non pas à les jeter, puisque c'est comme ça que nous fonctionnons, mais à aller au-delà de ces fictions pour élaborer quelque chose qui n'en est pas, en fait, qui sera toujours perçu à travers notre prisme subjectif, mais qui n'est plus une fiction. Donc ça, il y a quelque chose d'assez fort, je trouve, là-dedans. Et enfin, la littérature et la théorie littéraire de la fiction, je pense que là, ça procède d'un phénomène général qu'on peut appeler la naturalisation de la culture, qui a plusieurs facettes, mais là aussi, on peut commencer à discuter avec des théoriciens de la fiction et bien voir qu'il y a des ponts, et ce n'est pas simplement des jeux de mots. Récemment, on m'a demandé, est-ce que quand vous parlez de fiction, est-ce que le terme n'est pas un peu détourné, parce qu'en théorie de la littérature, une fiction, c'est quelque chose qui est élaboré consciemment par le sujet, il y a un jeu, il y a une fonction fabulatoire, etc., narrative. Je pense personnellement que non. Je pense qu'il y a non pas un continuum, mais que quand vous jouez avec votre fiction, c'est que vous jouez avec quelque chose qui, de toute façon, constitue votre mode de fonctionnement. Donc en réalité, là aussi, il y a un point, je pense, fort, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on peut dire ça de manière politiquement correcte pour faire mousser un petit peu, mais je pense profondément que l'étude des fictions, et, du point de vue neuroscientifique, nous permettra également de tisser des liens extrêmement riches avec des aspects les plus élaborés de ces fictions, comme certains objets artistiques et comme certains domaines, notamment de la littérature. Et j'espère que je n'ai pas été trop tard maintenant, trop long ou trop confus, mais voilà, je voulais remercier pour votre attention et vous inviter à lire notamment certains de ces articles que j'ai utilisés dans cette présentation, ou par exemple un roman comme La Chambre aux échos, qui est un roman qui raconte l'histoire d'un Cap-Grasse. Donc c'est un roman sur le Cap-Grasse et qui est assez intéressant à lire et voilà, d'autres. Voilà, je vous remercie de votre attention.